mais vraiment moderne, pour un parti aussi ancien. C'est la consigne qu'on m'a donnée. Quand tu ne comprends pas, tu ne sais pas. Vous avez besoin d'aide? Vous avez tourné, orienté, je croyais que ça tournait, mais non. On t'entend, Bernard, tu sais, on t'entend très bien. C'est Et bien. on te voit bien aussi. C'est à quoi ça, ce truc? Et parce que nos propos sont filtrés. C'est ça? Certaines fréquences. Monsieur le sénateur Fianel, ne touchez rien, on vous entend très bien. Ça va? Ça va, ça va. Bonsoir, Monique, Bon, tu alors, m'entends? oui, très très bien. Alors bonsoir à toutes et tous. Alors pour la première fois du démarrage de cette session, de ce cycle d'interrogations que nous menons depuis la place de Valois, ben je fais comme vous. Je suis en visioconférence. Vous voudrez bien m'excuser, voilà, de ne pas être présente place de Valois. Mais de toute façon, nous avons les meilleurs ce soir, n'est-ce pas, messieurs les sénateurs et Madame la présidente ou secrétaire générale des Jeunes Radicaux. Alors, nous allons poursuivre notre cycle de réflexion qui concernait ce que nous avons appelé notre désir de République, et nous nous sommes interrogés pendant les webinaires précédents sur peut-être la nécessité, la possibilité de changer nos institutions, de changer notre organisation politique face à la désaffection de nos concitoyens, et notamment des jeunes, dans la vie, dans les mouvements politiques, dans la vie politique, et peut-être aussi, peut-être plus particulièrement ces 10 ou 20 dernières années, leur désaffection pour les votes. Mais nous en reparlerons. Alors ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le sénateur radical du Rhône, Bernard Fialaire, et le sénateur de l'Hérault, Henri Cabanel, qui a été l'auteur d'un rapport très remarqué, qui est très récent, puisqu'il a été préparé pendant l'année 2021-2022. Il est sorti il y a quelques mois. Il est très dense, comme tout ce que les sénateurs ont l'habitude de nous présenter, très intéressant. Il comporte beaucoup d'interrogations, mais aussi de réponses possibles. Il nous en parlera dans un instant. Et Monsieur Fialaire, vous qui coordonnez avec moi, bonsoir, merci, parce que c'est à votre initiative que nous sommes réunis ce soir. Alors pourquoi avoir souhaité ce débat autour de la jeunesse, de l'implication citoyenne des jeunes dans notre vie démocratique, Bernard Fialaire? Je crois que tout le débat va démontrer l'intérêt et l'importance, voire même l'urgence pas seulement de s'interroger sur la désaffection de la jeunesse vers les pratiques démocratiques, voilà, qui sont structurées, puisque on aura l'occasion d'en parler. La jeunesse s'exprime peut-être différemment, mais en revanche, on a besoin de se poser des questions sur cette notion qu'est la République. Est-ce que la République, c'est un mot qui fait encore rêver la jeunesse? Il vient de sortir d'ailleurs un petit livre sur justement la citoyenneté qui a été fait avec des étudiants de Sciences Po, où des sondages ont été faits pour voir quel était maintenant leur engagement. L'engagement dans la vie citoyenne, l'engagement en politique, même des élèves de Sciences Po qui sont quand même particulièrement connus. Et on voit quelles sont maintenant la hiérarchie des problèmes qui les motivent, comme par exemple l'environnement qui arrive bien, et quels sont les mots qui peuvent avoir une connotation un peu plus archaïque, comme l'est la République, alors que nous sommes particulièrement convaincus que c'est une notion qui a de l'avenir et qui est extrêmement important pour vivre ensemble. Voilà. Donc, moi, je suis très heureux et je remercie mes collègues du groupe RDSE
au Sénat, hein, qui a quand même rassemblé beaucoup de radicaux historiques et qui a été le rapporteur donc, de cette mission d'information importante sur la jeunesse et la citoyenneté, qui est certainement donc, le parlementaire aujourd'hui qui est le plus aigu sur ces sujets. Voilà. Merci beaucoup. Merci Bernard Fialaire. Alors, monsieur le sénateur Cabanel, je sais qu'il est très difficile de résumer en quelques mots un travail qui dure souvent un an et demi, tant les parlementaires sont soucieux d'interroger, de se rapprocher de toutes celles et ceux qui ont des idées, bien sûr, sur la question que vous vous posez, mais quand même, en quelques mots, que vous a apporté ce travail au Sénat, cette mission dont parlait Bernard et surtout la rédaction de ce rapport? Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité. Merci à Bernard de m'avoir demandé ce que j'ai fait. J'ai accepté, bien sûr, de suite, parce que c'est cette problématique donc, de la citoyenneté m'habite depuis que je suis élu, et encore plus depuis que je suis parlementaire. Et c'est vrai que quand j'ai demandé à mon groupe dans une niche donc parlementaire que nous avons sur une mission de développer ce sujet, bon, le RDSE, comme souvent c'est le cas sur des sujets prégnants, a accepté le fait que je puisse donc développer ce sujet. Alors, je leur avais présenté, en fait, je disais comment redynamiser la culture citoyenne. Voilà. La culture citoyenne, c'est comment on devient citoyen, et cette culture qui s'est délitée depuis des décennies, comment la redynamiser. Et c'est vrai que là, cette mission nous a apporté quelques lignes que l'on doit avoir pour trouver quelques solutions. Nous avons fait plus d'une vingtaine de propositions, et ça a été un travail donc transpartisan pour chaque mission, avec une volonté à la fois donc de déterminer les enjeux, hein, quels étaient les enjeux de cette mission, et on a souhaité effectivement l'orienter sur la jeunesse, mais la culture citoyenne, la citoyenneté, la vie de la République, ça ne concerne pas que les jeunes, malheureusement, hein, c'est tous les citoyens en général. Donc, quels sont les enjeux de cela? C'est le respect des valeurs de la République, d'abord, voilà. C'est le respect des droits dont on parle souvent et des devoirs dont on parle peut-être un peu moins souvent. Et puis, c'est aussi retrouver donc le sens du commun autour de cette République. Alors, la problématique, vous l'avez évoqué rapidement, c'est l'abstention notamment chez les jeunes, notamment au niveau donc des élections, qui, à mon sens, vient aussi du fait de ne pas d'avoir perdu la confiance des élus. Hein, moi, je pense que c'est aussi de ce côté-là qu'il faut essayer de travailler. À la fois, et moi c'est ma vision, hein, la confiance des élus, mais aussi la confiance à notre administration, hein, parce que là aussi, la richesse de tout citoyen, c'est le service public. Voilà. Et là, notamment dans les territoires ruraux, on s'aperçoit que le service public n'est pas toujours au rendez-vous. Et là, on sent que les gens ont perdu un petit peu, un peu confiance. Et là, dans les élus, effectivement, avec tous les faits divers que l'on connaît, et sur l'exemplarité que chaque élu devrait donner, et qui n'est parfois pas au rendez-vous, font qu'il y a ce décrochage qui fait que les jeunes se détournent. Alors, on penserait que les jeunes se détournent. Moi, en tout cas, dans l'expérience qui est la mienne, depuis que je suis parlementaire, je vais à la rencontre des jeunes. Sur mon département, j'ai, comme d'ailleurs beaucoup, et là, je suis en train d'organiser une expérimentation sur mon département avec l'Association des maires de France, pour pouvoir aller à la rencontre des jeunes.
Moi, je suis allé dans des classes, et j'ai commencé par le primaire, par le collège, le lycée, les facultés, pour essayer de comprendre et de savoir. Et tous les débats que j'ai pu avoir avec ces jeunes, aucun ne m'a jamais déçu, aucun. Ils sont très intéressés par la politique, mais peut-être pas comme nous, nous le voudrions ou comme nous l'avons été, nous, à notre époque. Je pense qu'il faut s'adapter aussi à cette société. Et dans l'engagement en politique ou dans l'engagement syndical, il y a ce décrochage qui peut nous inquiéter, qui doit nous inquiéter, mais il n'est pas ce décrochage généraliste. Ils sont, les jeunes, très intéressés, en tout cas dans ceux que j'ai rencontrés. J'ai mené aussi une enquête dans un lycée chez moi à Béziers, où il y a eu plus de 1000 lycéens qui ont répondu, et les réponses sont très intéressantes. Ils s'engagent. Ils s'engagent, mais sur des causes beaucoup plus larges, beaucoup plus nationales, voire internationales, donc sur l'environnement notamment. Mais ils ne s'engagent peut-être pas comme nous l'avons fait, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une société de consommation, et eux aussi, quelque part, mais ils consomment de l'associatif. Donc, ils s'engagent sur des sujets bien précis, mais peut-être ils ne s'engagent pas sur le temps. Ils s'engagent, et peut-être aussi, ne l'ont-ils pas suffisamment, ce temps aussi, que l'on doit consacrer à l'engagement. Donc, tout ça, ça nous a permis, effectivement, dans les auditions que nous avons pu mener, les rencontres que nous avons pu faire, essayer de faire quelques propositions pour essayer donc de redonner du sens et de retrouver le sens du commun, ce que j'appelle le sens du commun de notre République. Voilà, en quelques lignes. Mais après, bon, on va rentrer dans les détails. J'ai des chiffres à vous communiquer sur des enquêtes que j'ai pu mener à la fois sur mon territoire auprès des maires pour avoir leur vision, et aussi auprès des jeunes pour avoir leur vision même. Et en les recoupant, on s'aperçoit qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et c'est là qu'il faut essayer de changer le curseur pour pouvoir arriver à être sur la même ligne. On ne t'entend plus, Monique. Elle n'a pas mis le son. Tu n'as pas mis le son là, non? Pardon. Alors, je disais merci beaucoup pour ces quelques lignes, et nous reviendrons justement sur les chiffres que vous avez à nous donner. Et je vais m'adresser maintenant à une jeune, Bénédicte Lemoine, une jeune élue radicale, que je félicite pour son engagement, parce que ce n'est pas facile de toujours pouvoir faire coïncider des études, un engagement politique. Et Bénédicte est une militante, déjà une jeune politique qui a décidé de s'engager à nos côtés au mouvement radical, et je l'en félicite. Bravo mademoiselle, bravo madame, puisqu'on dit madame aujourd'hui. On ne pouvait pas avoir un débat sur les jeunes sans les jeunes. Et c'est la raison pour laquelle je la remercie de sa présence. Bénédicte, vous venez d'entendre, messieurs les sénateurs, votre première réaction face à ce qu'ils viennent de nous expliquer. Vous êtes d'accord? Vous avez des bémols à mettre? Comment vous voyez-vous la vie politique telle que les jeunes la vivent aujourd'hui? Déjà, je tiens à vous remercier, et puis aussi de m'avoir permis de m'exprimer. Et puis, on a pu faire en amont un travail aussi avec certains jeunes radicaux pour que ma parole soit aussi la parole de plusieurs jeunes. Et ça, c'était vraiment important pour nous, parce que une de nos valeurs, c'est vraiment aussi le collectif, et pour nous, c'est vraiment très important. Et puis, je suis ravie de vous entendre aussi débattre sur cette question. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a des constats qu'on partage aussi en tant que jeunes, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une évolution de l'engagement des jeunes. Je ne pense pas que les jeunes soient désintéressés par la politique ou par la vie de la République en tant que telle. Je pense que déjà, la République, comme je pense qu'on l'entend ce soir, c'est comme un espace collectif. Et en fait, aujourd'hui, je pense que dans l'avenir, il faut avoir cette rencontre entre l'engagement des jeunes pour la République, mais aussi la République qui s'engage pour ces jeunes. Et je pense que ça, c'est vraiment, comme vous l'aviez évoqué, c'était important de pouvoir rencontrer des jeunes, aller sur le terrain, parce que je pense que c'est comme ça qu'on a besoin de choses concrètes dans notre quotidien. Et les jeunes sont souvent confrontés à déjà
comme toute notre société, mais c'est vrai que chez les jeunes, on voit ça, cette disparité en fonction des territoires. Un jeune qui sera dans une zone urbaine avec un grand centre-ville aura plus de facilité à rencontrer des jeunes qui partagent des intérêts communs, que ce soit des engagements politiques ou associatifs, mais par exemple dans des zones plus rurales où ils sont peut-être plus isolés. Nous, on peut le voir au niveau des jeunes radicaux, c'est qu'on peut avoir un jeune radical qui va être dans tel territoire, un autre dans un autre territoire, et autour de lui, il ne rencontrera pas beaucoup de personnes. Et c'est vrai que cet esprit collectif, d'avoir d'autres personnes qui qu'on se rencontre, on a envie de partager aussi ce sens commun ensemble. Et je pense que l'engagement passe aussi par le collectif. Et donc, effectivement, l'école est un moyen qui est intéressant. Et j'ai pu voir justement dans votre rapport sur l'enseignement aussi, les morales et civiques, exactement. Et c'est vrai que c'est souvent un enseignement qui est peut-être un peu délaissé au sein de l'enseignement, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses dans le programme scolaire. Et voilà, souvent, j'ai été moi-même confrontée à ça, où on remplace cette heure par finalement pour combler nos cours d'histoire ou nos cours de géographie, et finalement on délaisse un peu ça. Donc finalement, il faut aussi s'interroger. Donc, comment aussi en dehors de l'école, il y a ce moyen d'amener les jeunes à son engagement, à cet engagement. Donc, et aussi, il y a aussi peut-être aussi, oui, l'écoute de nos politiques, c'est que encore plus aujourd'hui où la conscience politique se fait entre le lycée et l'université, et finalement, c'est là où les jeunes vont être le plus confrontés aux difficultés, à la précarité étudiante. Et je pense qu'à ce moment-là, on a besoin d'être entendus. Et parfois, on a un peu l'impression certains jeunes peuvent avoir l'impression d'être un peu délaissés par cette République qui devrait plus l'écouter pour pouvoir répondre eux-mêmes s'engager pour elle. Vous avez dit beaucoup de choses et merci. Henri Cabanel, l'analyse que fait finalement cette jeune femme à vos côtés, est-ce qu'elle correspond à ce que vous avez ressenti lorsque vous avez mené vos différentes auditions, mais profondément? C'est-à-dire, les jeunes s'engagent, les jeunes veulent être actifs, mais il y aurait un fossé qui s'établirait entre les jeunes urbains et les jeunes ruraux. Ça, c'est intéressant comme idée. Et est-ce que vous l'avez ressenti, vous, au cours de vos auditions successives, autour de ce que vous avez pu mener auprès des jeunes, des questionnaires que vous avez pu leur présenter? Alors, dans l'engagement, il est certain qu'en milieu urbain, le fait d'avoir beaucoup de population, on a beaucoup plus de chances donc de rentrer en contact avec d'autres jeunes et de discuter. Vous savez, l'engagement, c'est aussi la rencontre entre personnes sur un ou plusieurs sujets, et c'est l'envie d'aller, de se battre pour effectivement faire avancer des idées. Les milieux ruraux, forcément, sont peut-être pas aussi avantagés que le milieu urbain. Mais que ce soit dans le milieu rural ou que ce soit dans le milieu urbain, on va à l'école. Et ça, c'est une chance de notre République que les gens peut-être ont oublié. En plus, elle est gratuite, donc il faut le rappeler de temps en temps. Et c'est par l'école qu'on arrivera à trouver ce lien qui parfois manque dans la ruralité parce que les jeunes sont un peu nombreux. Ils se retrouvent à l'école. Mais moi, quand j'ai interrogé donc, les 1000 lycéens que j'ai eus sur Béziers, sur 2 lycées, quand on leur pose la question « Vous sentez-vous citoyen ?», 73% répondent oui, quand même. Voilà. Mais quand on leur dit la citoyenneté est-elle enseignée à l'école, 82% répondent oui, sauf que quand on leur parle de l'éducation morale et civique, comme vient de le dire cette jeune fille, souvent les professeurs se servent de ces heures-là pour combler le programme qu'ils n'ont pas pu faire par ailleurs. Et dans cette mission, on a bien relevé ce système-là, et notamment donc le président qui en plus était et toujours d'ailleurs un professeur de maths l'a bien exprimé, c'est pas cadré. Et derrière donc, moi je compte dès la semaine prochaine d'ailleurs présenter donc à la ministre El Haïry un projet de proposition de loi sur
l'éducation morale et civique. Voilà. Donc, ils ont cette chance-là de pouvoir s'engager. Après, voilà, quand je dis que c'est une culture qu'il faut redynamiser, voilà, je ne connais pas le milieu social dans lequel elle est, mais elle doit avoir certainement peut-être des parents qui sont engagés ou qui ont été engagés et qui peut-être aussi l'encouragent à s'engager. Ça vient de là aussi, hein, malheureusement. Enfin, quand je dis malheureusement, on voit qu'au fur et à mesure, quand les adultes, par ailleurs, se sont engagés, les enfants, quelque part, ont eu cette culture et cette éducation et s'engagent aussi. Mais voilà, je ne pense pas réellement que le rural et l'urbain soient aussi opposés que ça, parce que voilà, ils ont la chance de se retrouver au sein de l'établissement scolaire, et c'est là qu'ils parlent entre eux, et c'est là qu'ils peuvent éventuellement les uns et les autres s'engager. Moi, personnellement, mon expérience toute personnelle, c'est comme ça que j'ai fait. Hein. Moi, je suis rentré dans le milieu associatif par hasard, par voilà, connaissance de quelqu'un qui était engagé. Je me suis engagé, et au fil des années, voilà, je suis au conseil municipal, etc., etc. Mais bon, au départ, il faut une rencontre, il faut une motivation partagée, et il faut donc voilà, s'engager. Mais voilà, je reviens à cette culture qui s'est délitée parce que voilà, c'est les valeurs. Moi, ce que je considère les valeurs de la citoyenneté, elles sont dans le civisme, respecter la loi, la civilité, respecter les gens pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils pensent, et la solidarité. Voilà. Et la solidarité, c'est l'engagement dans le monde associatif pour aider les citoyens au sens large du terme. Voilà. Mais, et que ça, il faut le revoir par rapport donc à la vie et à la société telle qu'elle a évolué. Moi, je considère que, et ça m'a choqué, hein. Bon, Bernard a participé à pas mal d'auditions, mais quand on faisait un petit peu le point au niveau donc, de tous les sénateurs et les sénatrices qui s'étaient engagés dans cette mission, pour en revenir à la politique, quand je leur disais peut-être faudrait-il que l'on mette en avant une mesure qui consiste à ce qu'on reconnaisse qu'il faille se remettre en question dans la politique que l'on engage aujourd'hui. Mais là, j'ai vu quand même des mains se lever qui nous disaient et qui nous ont dit il est urgent de rien changer. Voilà. Moi, en tant que rapporteur, je l'ai écrit sur le rapport, mais on n'a pas débouché sur une proposition. Et ça, c'est bien dommage, parce que c'est vrai que, et ça n'existe pas que de maintenant. Hein. Pour en revenir, excusez-moi, même à mon expérience personnelle, quand je me suis engagé donc, dans mon conseil municipal, dans mon petit village, qu'on est venu me trouver, on a pris un jeune sur la liste, j'avais 24 ans à l'époque, parce que ça faisait bien. Voilà. Et dans la communication, c'était bien d'avoir un jeune. Mais après, les jeunes, et c'est ce que les jeunes m'ont dit, moi, quand je les ai rencontrés, les jeunes, ils ne veulent pas être que sur la photo. Ils veulent participer. Hein. Et moi, quand j'ai fait mes 6 années de mon premier mandat, j'ai arrêté au bout de 6 ans parce que j'étais allé voir le maire et je lui avais dit, mais quand vous m'avez demandé de venir sur votre liste, vous m'avez dit, vous viendrez dans l'équipe. Mais j'ai dit, mais l'équipe, où elle est? Parce que moi, j'étais dans un conseil municipal. Quand le maire disait il faut voter ou voter, donc moi, ça ne m'intéressait pas trop. C'est pour ça que je me suis arrêté. Mais là, c'est exactement pareil. On les fait venir sur la photo. Alors, il y a tout un tas d'outils aujourd'hui pour intéresser les jeunes. Mais à mon sens, ce n'est pas suffisamment traité sur le fond. On fait beaucoup de com', mais derrière, on ne leur donne pas les responsabilités qu'ils souhaiteraient avoir et qu'ils mériteraient par le même fait, quoi. Voilà. On va y revenir parce que c'est très intéressant. Je sais que Bénédicte a beaucoup de choses à dire. Bernard Fialer, nous sommes quand même là un certain nombre à être d'une génération qui a été construite par l'école, à travers l'école et ses valeurs.
Est-ce que vous êtes toujours aussi attachés, parce que nous en avions parlé tous les deux il y a quelque temps, à cette école de la République qui nous a permis finalement d'être ce que nous sommes et de devenir des uns et des autres, mais des citoyens engagés bien sûr, puis parfois des hommes et des femmes politiques. Moi, je voudrais qu'on revienne vraiment sur ce rôle de l'école qui nous a formés, qui a forgé notre conscience citoyenne et qui nous a permis ensuite, effectivement, de devenir des hommes, des femmes politiques ou engagés dans d'autres structures associatives, syndicalistes et autres. Bernard, Oui, alors, l'école a-t-elle perdu toute sa substantifique moelle? on voit bien que dans le débat, on a des jeunes et on a des sénateurs, on sait ce qu'étymologiquement ça veut dire. Moi, je fais partie d'une génération même qui a fait son école primaire jusqu'en mai 68, où je pense que l'école était la même que depuis 1870, sous la Troisième République. On avait tous les matins un cours d'éducation civique. On avait une phrase, généralement d'ailleurs une phrase d'Alain, le philosophe, et qu'on commentait pendant quelques minutes. Tout ça pour revenir et dire que on a un problème dans l'éducation. Je pense qu'on a perdu la notion qu'il faille enseigner, Henri l'a dit tout à l'heure, les droits et les devoirs. Et d'ailleurs, ce qui différencie les droits, c'est la démocratie, et les devoirs, c'est la République. On doit à la société dans laquelle on vit le fait d'être en vie, d'être en bonne santé, on est soigné, d'être éduqué gratuitement, d'être protégé quand on a même des problèmes sociaux dans notre existence. Et ça, cette notion, ces droits et cette protection, ça doit nous donner des devoirs. On a une forme de dette envers la société. Et ça, il faut... C'est quelque chose qu'on doit enseigner, et j'ai l'impression, enfin moi je l'ai vu pour toute l'éducation de mes enfants, que c'est plus un message qu'on fait passer comme si la République allait de soi. Bien sûr, qu'en 1970, c'était une priorité et que ça l'est plus maintenant, et qu'à force de croire que les choses soient acquises, eh bien, il y a des messages qui ne passent pas. Alors après, la jeunesse, c'est aussi, on sait que l'adolescence, c'est le moment où on doit dire non, où on doit remettre en question, rebeller contre un petit peu l'autorité, les structures ambiantes. Et on voit bien d'ailleurs dans les élections comment les choses se passent. On parlait tout à l'heure de la différence entre les zones rurales et les zones urbaines. Partout, la jeunesse dit non, se manifeste. Généralement, ils votent pour l'extrême droite dans les zones rurales et pour l'extrême gauche dans les zones. Mais ça relève du même processus quand on analyse les votes. C'est une façon de dire non, d'être insatisfait. Alors après, l'engagement et l'engagement politique, il provoque aussi des frustrations. Il provoque des frustrations. Et ça commence très tôt, puisque Henri, dans les enquêtes, moi j'ai assisté aux enquêtes, quand on analyse, par exemple, ce que deviennent les délégués de classe, c'est-à-dire les jeunes qui s'engagent très tôt pour être délégués de classe, eh bien, on ne voit pas que ça en fait forcément des gens très engagés par la suite. Parce qu'ils découvrent aussi un petit peu les limites et la frustration du pouvoir politique. L'engagement politique, c'est aussi une leçon d'humilité. Aujourd'hui, sauf à être dictateur, pouvoir faire tout ce qu'on veut immédiatement et fusiller tous ceux qui disent le contraire, c'est pas comme ça. Ça demande une véritable humilité, il faut du temps pour convaincre, il faut accepter aussi le débat, c'est fait comme ça, pour écouter et ensuite trouver un consensus qui fasse progresser la société ou l'association dans laquelle on est, ou même le parti politique dans lequel on milite. Voilà un peu comment les choses évoluent, mais à la base, il faut quand même des bases pour apprendre à lire, écouter, et il faut apprendre, recevoir les premières bases d'instruction civique, de cette citoyenneté qui doit nous faire reconnaître ce que l'on doit à la société et les devoirs que l'on a.
Merci, messieurs les sénateurs. On va laisser la parole à Bénédicte et j'ai quelques questions pour elle qui apparaissent sur le fil de discussion. Un de nos amis nous dit les conseils municipaux pour les jeunes existent au sein des mairies. Et puis parfois, cela s'arrête vers 13 ou 14 ans, on ne le continue pas. Ne serait-il pas possible de créer des conseils municipaux de jeunes jusqu'à 18 ans? Bénédicte, est-ce que ce serait une façon de mieux écouter les jeunes et de mieux prendre en compte effectivement bien toutes les thématiques qui ne sont pas forcément celles de leurs aînés? Est-ce que ce serait une bonne idée en dehors de l'instruction civique? Je pense qu'effectivement que les collectivités territoriales, via les municipalités, peuvent avoir un rôle justement dans cette éducation à la culture citoyenne. Après, est-ce qu'un conseil municipal proprement, est-ce que pour eux, ça ne serait pas plus intéressant ne serait-ce d'assister directement à un conseil municipal ou après avoir des explications peut-être plus thématiques derrière et vraiment être associée? Moi, je sais que plus jeune, je me suis beaucoup intéressée au sujet de mémoire et j'y étais via l'école. Et c'est vrai que ça a aussi forgé ma conscience, entre guillemets, à l'histoire de la République auquel j'appartiens. Et ça est peut-être aussi par là que ça m'a forgé, entre guillemets. Donc, je pense que multiplier les initiatives par rapport à diverses réflexions, ça peut être vraiment intéressant. Après, le conseil municipal pour les jeunes jusqu'à 18 ans, je pense que ça peut être une solution, mais que ce n'est pas la seule. Et surtout, c'est ce qu'on en fait derrière. C'est dire, est-ce que jusqu'à 18 ans, c'est très bien, mais derrière, effectivement, je trouvais ça vraiment intéressant ce que vous disiez sur la place des jeunes, sur quand on arrive, et qu'on essaye de dire, à plus de 18 ans, on commence à devenir des jeunes adultes, on essaye d'avoir une parole et d'exprimer et d'être entendu. Et c'est pour ça de dire jusqu'à 18 ans, comment faire la transition et être vraiment pris en compte dans un conseil municipal, ne pas avoir un peu parfois de se dire bon, vous êtes jeune, vous ne pouvez pas savoir. C'est souvent les remarques qu'on peut se prendre quand on fait des campagnes diverses et variées. Et c'est vrai que je pense que chacun a un apport à apporter par l'expérience, par la jeunesse, voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment multiplier les actions. Voilà, les actions qui vont être en faveur des jeunes, mais pas forcément autour que du conseil municipal. C'est par rapport à toute une multiplicité d'initiatives, que ce soit par la mémoire, par l'écologie, par différents moyens d'action. Je pense que ça peut être vraiment un point important à développer et aussi peut-être l'adapter à comment évolue la société, de se dire est-ce que finalement les jeunes qui vont être plus susceptibles aux outils numériques, aux médias, etc., de ne pas se saisir de ça pour eux leur permettre de plus s'impliquer dedans et aussi avoir des moyens adaptés à leurs attentes. Alors, autre question qui est arrivée sur le fil de la discussion, on nous dit, mais peut-être que ne savons-nous pas intéresser les jeunes qui sont, par exemple, aujourd'hui peut-être plus proches, je ne sais pas, que nous, les adultes de, par exemple, l'écologie, la protection des animaux, la biodiversité. Est-ce que ce sont des thématiques sur lesquelles vous vous rassemblez, sur lesquelles vous parlez, vous échangez, et est-ce que ce sont des problématiques loin de celles qui sont proposées par les adultes aujourd'hui? Alors notamment au Sénat, enfin au Parlement en général, quand il s'agit donc de discuter des propositions de loi, par exemple. Je pense qu'effectivement, l'écologie notamment est vraiment un sujet chez les jeunes qui est vraiment important et je pense que c'est vraiment aussi déterminant dans leur vote. Enfin, je sais que quand je regarde autour de moi, mes amis, etc., ne sont pas forcément politisés et n'ont pas forcément, voilà, ne déterminent pas forcément un parti politique, mais par exemple, leur priorité dans les dernières élections présidentielles, c'était l'écologie. Et après, il y en a qui, un peu de manière un peu voilà, l'extrême gauche a vraiment joué là-dessus et pas forcément de manière la plus saine, etc. Et en fait, ça a été un moyen pour eux de dire, en fait, c'est là où je suis entendue, on m'écoute sur ce sujet-là, donc je vais voter pour eux. Alors qu'il n'y a pas forcément un processus d'adhésion, par exemple, à la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, en l'exemple, puisque ça a été vraiment un débat qui a été vraiment très, très présent lors de ces élections présidentielles. Et j'ai beaucoup d'amis qui se sont dit, non, moi, je vote pour Jean-Luc Mélenchon. J'aime pas particulièrement Jean-Luc Mélenchon, mais c'est le seul à aujourd'hui à porter haut et fort ce sujet. Et après, on prend au-delà même de l'extrême gauche, on prend autour de nous même sur des personnes
enfin, plus modéré au niveau du centre-droit, centre-gauche, l'écologie reste un sujet et on a parfois l'impression de ne pas forcément être toujours entendu au juste titre. À juste titre, parce que aussi, parfois, quand on est jeune, on a envie que ça aille plus vite et que ce n'est pas forcément toujours possible. Mais je pense qu'il faudrait peut-être avoir plus de pédagogie pour expliquer pourquoi ça prend du temps que de dire non, mais vous êtes jeune, vous vous précipitez et en fait, vous n'avez pas conscience du problème. Et donc, je pense que c'est aussi la pédagogie et voilà, être conscient des enjeux qui se posent à nous. Alors moi, je reviens à ma question précédente. Moi, je connais des conseils municipaux de jeunes qui sont gérés par des municipalités où les jeunes enfants se réunissent et font des propositions au maire. Et parfois, il arrive que le maire reprenne ces propositions et les fasse voter au sein du conseil municipal. En Île-de-France, on me signale aussi qu'il y a des jeunes qui sont impliqués et qui, au sein du conseil régional d'Île-de-France, font la même démarche, c'est-à-dire s'interrogent, travaillent et ensuite font des propositions aux élus qui les prennent pas. Mais en tout cas, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là une façon de s'interroger différente, une façon de vous écouter différente et de prendre en compte justement tout ce que vous pensez, tous vos soucis, vos interrogations? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un maillon qu'il faudrait davantage développer au sein de l'ensemble des instances municipales, départementales, régionales? Pardon, si je peux juste. Oui, vas-y. Oui. Ça reprend ce qu'a dit tout à l'heure Henri quand il s'est présenté pour la première fois. Il faut que les gens s'impliquent davantage. Quand on reprend tous les sondages, on voit que les jeunes ne vont pas beaucoup voter. En revanche, ils peuvent aller manifester. C'est une autre façon, une autre participation citoyenne. C'est beaucoup plus facile de descendre dans la rue pour alerter sur l'avenir de la planète que de s'engager et aller voter. Et il faut, c'est ce qui a été proposé, il faut vraiment qu'on s'interroge sur les nouvelles participations citoyennes. Moi, J'allais y venir, mais c'est un peu prématuré. J'allais y venir, mais je voulais qu'on termine sur ce chapitre-là, parce qu'effectivement, dans le fil de discussion, arrive un certain nombre d'interrogations sur les différentes façons de voter et de s'impliquer, Bernard. Mais je voulais l'entendre parce qu'il y a, comme vous le dites depuis le début de la soirée, différentes façons pour les jeunes de s'impliquer, mais de s'impliquer concrètement, d'être entendu et d'avoir des réponses. Et je voyais à l'image, à l'écran, la Baptiste Bézot qui réagissait à plusieurs reprises. C'est un jeune aussi qui mériterait qu'on entende. Baptiste, ce que te dit Bénédicte te convient? C'est vraiment au sein des jeunes radicaux la façon que vous avez entre vous de vous interroger, de faire avancer la réflexion? Bonsoir. Et après, on reviendra sur le vote. Il va falloir que nous en parlions, effectivement. Mais branche ton micro, Baptiste. Bonsoir. Non, en effet, déjà, merci. Je pense que c'était un thème essentiel à traiter, comment donner envie de République à la jeunesse. Et merci à vous, Monique, ainsi qu'aux sénateurs d'être présents pour traiter ce thème. Et oui, de toute manière, chez les jeunes, déjà, on a travaillé ce thème en amont. Je parle sous le contrôle de Bénédicte qui a bossé avec d'autres jeunes ce thème. Et je pense, oui, c'est essentiel de façon de créer une synergie et une inertie dans la jeunesse pour donner à la jeunesse envie de s'engager. Mais moi, je vais la main sur le Zoom pour réagir, parce que déjà, je pense que quelque chose d'essentiel, c'est qu'il ne faut pas forcément confondre de comment envie de République et envie de politique. Je vois que depuis le début, on mélange un petit peu la République et la politique. Et dans la tête de la jeunesse, c'est pas pareil. Et le bon mot, c'est plutôt l'engagement, plutôt que de parler de l'engagement uniquement politique. Euh, Parce que, comme vous l'avez dit, il y a plein d'autres formes d'engagement et aujourd'hui, la jeunesse ne s'engage plus forcément en politique pour plusieurs raisons. Déjà, il y a une raison, à mon sens, que j'aimerais évoquer, et peut-être que c'est un constat que j'ai établi personnellement, c'est que souvent, l'engagement est souvent récupéré dans les milieux politiques par certains milieux intellectuels, certaines castes sociales, je ne vais pas forcément parler comme ça, mais c'est un petit peu la réalité, et ça bloque souvent l'engagement d'autres jeunes. Et souvent, il y a un sentiment de fracture au sein même de la jeunesse qui n'est pas incité à venir s'engager parce que ils ne se sentent pas légitimes face à d'autres jeunes de venir entrer dans un combat, dans un engagement. Et à mon sens, c'est le travail du politique peut-être, et j'ai pas de solution pour faire
pour réussir à cela, mais de montrer que l'engagement chez la jeunesse doit être quelque chose d'universel et que ça doit permettre l'épanouissement et le développement de chacun dans notre société. Et à mon avis, ça, c'est vraiment le travail que doit faire notre République sur l'engagement. Et c'est comme ça qu'on donnera aussi envie de République à la jeunesse, si on leur montre que l'engagement est quelque chose d'universel. Et, bon, l'exemple typique, il est même au sein même des jeunes radicaux. Hein, je parle sous le contrôle de Bénédicte, mais elle pourra témoigner que globalement, chez les jeunes radicaux, on a euh, des jeunes qui ont fait un cursus d'études assez long, des CSP+, et donc forcément, on traite des thèmes assez, forcément, on intellectualise beaucoup de thèmes, on a des débats de fond, mais la question, c'est aujourd'hui, la jeunesse, est-ce que aussi, ouais, il y a eu la question de la misère étudiante à traiter qui est essentielle. Je pense qu'il faut écouter aussi la jeunesse dans sa globalité, et c'est aussi le travail du politique de le faire. Et enfin, euh, ouais, c'est surtout, donc, comme ça a été dit tout à l'heure et comme Bénédicte l'a dit, mais là, je reprends que ces mots, et je suis totalement d'accord avec ça, c'est qu'il faut vraiment adapter les thèmes à la jeunesse et éviter justement tous les thèmes de niche. Et c'est peut-être aussi le travail donc, du politique de faire de la pédagogie en arrivant à démontrer comment est-ce que l'engagement pourrait concrètement changer la vie de la jeunesse. Bon, et pour ça, vous avez donné quelques pistes, mais je pense que c'est intéressant aussi d'en trouver d'autres, comme vous l'avez dit, hein, de faire enfin, proposer à des jeunes de trouver des solutions et de les faire voter dans les conseils municipaux. Mais je pense qu'il y en a d'autres et c'est sur ce genre de pistes Faut qu'il faut continuer travailler. de pousser. Voilà. Et vous qui êtes très impliqués tous les deux, moi j'ai envie de vous demander, à la suite de nos amis, comment faites-vous pour élargir le cercle des jeunes radicaux? Comment faites-vous pour convaincre finalement d'autres jeunes de venir vous rejoindre et de discuter avec vous? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est difficile? Comment vous y prenez-vous? C'est entre vous, vous cooptez, ce sont des grandes écoles qui vous réunissent, Bénédicte, Baptiste, hein, tous les deux. Bah, je sais pas, non, en fait, c'est déjà, il y a, enfin, je vais laisser Baptiste aussi intervenir là sur cette question, mais je pense que déjà, ce qui nous réunit, c'est quand même une base de valeurs communes qui, enfin, dans le cas de nous, de jeunes radicaux, voilà, de dire, on a vu ce parti, enfin, on connaît ce parti politique et on s'y engage pour des valeurs. Donc, c'est notre construction qui a fait que nous sommes engagés ici au Parti radical. Après, quand on va, justement, on a toute cette question de dire comment enfin, on permet à de nouvelles têtes de venir chez nous. Donc, bah, ça va être par des moments de convivialité. Je pense que ça va être vraiment important de montrer qu'il y a de l'activité, enfin, ce qu'on veut vraiment développer aussi sur le long terme, de la convivialité, aussi de se donner de la visibilité. Donc, ça va, enfin, c'est un travail qu'on peut engager aussi sur notre communication sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on touche quand même beaucoup de jeunes via la communication des réseaux sociaux, en faisant un contenu adapté et qui parle assez facilement à tout le monde. Et aussi, effectivement, bah, c'est ce qu'on remarque, c'est qu'on est beaucoup de juristes, il y a quelques ingénieurs, enfin, on a beaucoup on a des études assez longues, mais je pense que c'est aussi à nous de c'est pas parce qu'on a ces études-là qu'il faut qu'on pense, enfin, qu'on ait ce regard que sur nous-mêmes et oublier toutes les formes de jeunesse qu'il y a. C'est que dans les banlieues, il y a des, enfin, moi, je sais, j'ai été dans un collège où il y avait des classes Z, etc. J'ai été au lycée à Versailles. J'ai vu beaucoup de milieux sociaux différents et c'est vraiment intéressant de voir comment on capte l'attention du monde et c'est vraiment important de ne pas délaisser quelqu'un qui serait en Z parce qu'il serait peut-être moins naturellement sensible à ces sujets. C'est aussi s'adapter. Et donc, bah, c'est aussi la question que nous, on se pose en tant que en tant que mouvement de jeunesse. Comment on parle à tout le monde? Et voilà, donc c'est un travail de longue haleine. Non, mais c'est très intéressant là, ce que vous dites. Baptiste, tu es d'accord là? Oui, je suis totalement d'accord, mais pour revenir sur ce que vous avez dit par rapport au comment est-ce que chez les jeunes radicaux, on attire les jeunes, il y a une forme de recrutement, pour parler vulgairement, dans la jeunesse Oui. radicale. C'est assez particulier parce que, bon, on n'est pas un des plus gros mouvements de jeunesse de France, ça c'est évident, mais on est quand même un certain nombre d'actifs et présents sur l'ensemble du territoire globalement. Et à chaque fois qu'il y a de nouveaux recrutements, alors il y a des adhésions spontanées. Souvent, ça va être des jeunes qui sont à la fois passionnés par l'histoire et par aussi les petits partis. Et en fait, ce qu'il faut vendre et ce qu'on essaie de vendre, c'est le fait qu'on est un parti à taille humaine et qu'on va pouvoir voir quelque chose d'humain, un échange humain, quelque chose de très collaboratif, un contact facile.
Et derrière, là où on va réussir à générer de l'engagement, c'est en montrant, c'est bête, mais c'est lorsqu'on va faire un apéritif, qu'on va être deux, trois jeunes radicaux avec un jeune qui est en train de s'intéresser à la politique. On va boire un coup, en fait, on va tout simplement montrer que ben, faire de la politique, c'est aussi le contact. C'est pas que d'intellectualiser les choses, c'est aussi l'humain, c'est aussi d'échanger, de comprendre, d'apprendre de l'autre et de travailler cet échange sur le long terme, de fidéliser la jeunesse de cette manière, par quelque chose de convivial. C'est comme ça que chez les jeunes, je pense qu'aujourd'hui, on fait un plus gros du recrutement, c'est on montre qu'on fait quelque chose entre guillemets de cool pour des jeunes et que la politique, c'est pas ce truc barbant qu'ils voient sur forcément direct Sénat en parlant uniquement de choses très sérieuses tout le temps. C'est voilà, montrer qu'il y a aussi un côté humain et pas uniquement froid qui peut souvent transparaître de la part du politique. Et c'est à mon sens le gros du travail à faire. Voilà. Très, Et très après, c'est intéressant. par des questions de connaissances. C'est pas souvent des personnes par lesquelles on est plus proche. On en parle une soirée là, parce que ça m'intéresse. Et derrière, on va aller prendre un verre avec deux, trois jeunes radicaux et la personne prendra sa carte par la suite, viendra à un ou deux événements. Et voilà. C'est tout un processus sur le long terme, souvent, chez les jeunes pour le moment. Merci, c'est très très bien. Merci beaucoup. Alors, on va revenir aux questions du sénateur Fialaire, les questions aussi de Pierre Anselmo, et je vois Joël Thierry qui lève la main, mais Bernard, monsieur le sénateur. Oui, moi, c'est pas une question, c'était un constat que je faisais tout à l'heure. J'imagine, enfin, je suis jeune depuis très longtemps maintenant, mais du coup, j'en ai une certaine expérience de la jeunesse et j'ai encore quelques souvenirs. Lorsqu'un un événement vous atteint, vous sensibilise, je comprends, que ce soit plus facile de descendre dans la rue, de manifester, de mobiliser des amis, de s'engager de cette façon, que par exemple, d'aller voter à un deuxième tour d'une élection où il ne reste plus qu'un candidat, par exemple. Et on sait que ça ne sert à rien, puisque le candidat va être élu. Donc, il faut aussi qu'on fasse très, très attention, à mon avis, de ne pas user l'engagement citoyen. Parce qu'on parle aujourd'hui donc de la mobilisation des jeunes. Il y a deux types d'engagement. Il y a le militantisme, savoir si on se bat, on défend des idées. Et puis, il y a celui de l'engagement où on prend des responsabilités, que ce soit dans le moindre conseil municipal, même du plus petit village, et puis après dans d'autres, voire même après dans des associations, même chez les jeunes radicaux, dans des mouvements politiques, c'est aussi des réflexions. Donc, c'est deux sujets qui sont un peu différents. Et je dirais que ça revient sur ces deux mots. De temps en temps, on a envie de faire des choses. Alors, l'envie, c'est une sensation c'est le désir de choses qu'on n'a pas. Et puis, après, il y a la volonté. L'engagement, c'est la volonté. C'est-à-dire que même lorsqu'on est confronté au sujet, on continue à y dépenser de l'énergie parce qu'on croit que ce sujet le mérite et ça peut aller même très très loin dans l'engagement, dans certains sacrifices qu'on peut faire dans notre vie personnelle, dans le temps qu'on consacre à autre chose, parce qu'on le fait pour une cause qui nous paraît être au-dessus et mériter tout cet engagement. Mais en tout cas, je crois qu'il y a il y a les deux versants. Il y a comment on fait pour attirer les jeunes et comment on fait pour ne pas les repousser par une organisation citoyenne qui est parfois un petit peu désuète, surtout à l'âge de l'iPad qui permet de zapper, d'aller très très vite. On a une jeunesse qui fonctionne très très vite et aller passer une journée pour aller voter sur un vote, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand c'est important, on se mobilise, quand au deuxième tour, il n'y a plus qu'un candidat, ça arrive parfois qu'on vous demande de vous déplacer simplement pour faire une action citoyenne. Ça me paraît, ça, être un petit peu archaïque, démobilisant et même usant pour la citoyenneté. Henri Cabanel, c'est aussi ce que vous aviez remarqué, ce que dit Bernard Fialaire lors de vos auditions et du travail que vous avez mené dans votre mission d'information? Oui, moi je voudrais revenir un petit peu en arrière, notamment au niveau des conseils municipaux de jeunes. Je pense qu'il y a beaucoup de communes, je suis désolé de le dire, hein, mais
voilà, moi j'ai l'habitude de dire ce que je pense, qui prennent un petit peu le sens du conseil municipal des jeunes pour faire de la com. Je pense que les premiers ambassadeurs de l'engagement, ben, ce sont les élus locaux, les membres des conseils municipaux. Et que quand ils ont décidé de mettre en place un conseil municipal de jeunes, et nous sommes allés dans l'Hérault, dans mon département, rencontrer donc une commune qui avait mis en place un conseil municipal de jeunes. Alors, on n'a pas rencontré la commune, on a rencontré le conseil municipal de jeunes. Et quelle est la chose qui m'a très étonné, à moi et à mes collègues qui m'accompagnaient, c'est qu'on avait donné effectivement un budget participatif à ce conseil municipal de jeunes. Mais le conseil municipal de jeunes n'avait jamais participé à un conseil municipal de vrai. Et là, je dis que c'est une erreur fondamentale. Je pense qu'avant tout, quand il y a une volonté chez les jeunes d'adhérer à un conseil municipal de jeunes, il ne faut pas qu'ils viennent avec l'intention ou de faire skatepark ou de faire je ne sais quoi qui va leur servir à eux. Il faut qu'ils comprennent le sens de l'intérêt général. Et déjà, de savoir comment, au sein d'un conseil municipal, le vrai, il peut voir comment les débats s'opèrent. Et derrière, moi, je trouverais logique qu'un membre du conseil municipal parraine un jeune d'un conseil municipal de jeunes pour qu'il lui explique effectivement toute la démarche qu'il y a dans le débat et dans le sens du commun, de l'intérêt général. Voilà. Il faut vraiment qu'on insiste là-dessus parce que quand on leur donne un budget participatif, en général, ils s'entendent entre eux pour leur désir. Mais ils ne regardent pas sur le fond si c'est le désir des jeunes de leur village, puisqu'ils sont plus ou moins leurs représentants. Voilà, il faut leur apprendre à aller au contact de savoir si, effectivement, les idées qu'ils ont se rapprochent donc de l'intérêt général des jeunes du village. Voilà. Ça, si on ne leur apprend pas ça, je pense que on rate quelque chose. Et la citoyenneté, c'est quelque chose qui s'acquiert, qui s'apprend. Et si elle s'est délitée au fil du temps, mais je ne vois qu'une seule solution, c'est de la redynamiser, mais à travers donc un pilier de notre République, qui est l'école. Qui est l'école. Et c'est là que on doit effectivement leur apprendre que la République, notre République, leur donne beaucoup. Et que derrière eux, ils doivent avoir ces valeurs de solidarité vis-à-vis de la République. Et l'engagement, il n'est pas que dans le milieu politique, hein, il y est au quotidien. Aujourd'hui, nous venons la semaine dernière de voter, donc la semaine avant, pardon, d'avoir sur le projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables. Mais là aussi, celui qui va s'engager à faire des économies chez lui, dans l'intérêt général, c'est un engagement. Donc, mais il faut qu'il le sache. Voilà. Et toujours, ce n'est pas saisi comme ça. Et donc, je pense que au niveau donc, de l'école, c'est là qu'on arrivera à enrayer ces inégalités qu'il peut y avoir au niveau social, mais aussi au niveau des territoires, parce que là, voilà, tout le monde va à l'école et que derrière, s'il y a un enseignement qui va dans ce sens, je pense que tout le monde aura la capacité d'avoir les mêmes arguments pour pouvoir s'engager. Parce que, bon, voilà, il faut faire comprendre aux gens qu'on vit en société, qu'on est une république et qu'on a tous besoin les uns des autres. Mais aujourd'hui, notre société, quand je parlais tout à l'heure de civilité, le respect des biens et des personnes. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont tout le contraire.
on ne respecte absolument aucune personne, puisque c'est anonyme, on peut insulter les gens dans l'anonymat complet. Et ça, je pense que si on veut parler d'une erreur politique fondamentale, les politiques, quels qu'ils soient, ont fait une erreur fondamentale sur de ne pas prendre conscience de ce que pouvaient amener ces réseaux sociaux tels qu'ils sont aujourd'hui. Et de ne pas brider les choses, enfin, quand je dis brider, de les encadrer pour ne pas laisser les choses aller comme elles vont, parce que, bon, voilà, aujourd'hui, un des piliers de notre République, c'est la fraternité. Les réseaux sociaux, à mon sens, détruisent la fraternité. Parce que on communique à travers les réseaux sociaux, et je pense que la fraternité, elle est davantage en présentiel qu'à travers les réseaux sociaux. Puisque en présentiel, on va aborder tout un tas de sujets, et puis on est responsable de ses paroles. Alors qu'à travers les réseaux sociaux, on est quand même moins responsable. Voilà. Moi, c'est la vision qui est la mienne. Voilà. Mais après, on ne peut pas être d'accord. Et c'est ça, la démocratie. Aussi, on peut débattre. Donc, moi, je crois qu'on arrivera à faire prendre conscience donc, de cet engagement chez les jeunes si nous sommes conscients aussi qu'il faut les aider dans la démarche, leur expliquer aussi ce qu'est l'engagement, ce que sont les valeurs de la République, pour qu'ils comprennent bien où ils sont, comment ils sont et vers où ils veulent aller. Voilà. Merci. Pierre Anselmo, on va aborder maintenant le problème des votes au moment des élections. Et tu avais plusieurs propositions, et en particulier une que nous avions déclinée dans le manifeste, la proposition 15, je crois. Donc, tu veux la rappeler, s'il te plaît? Oui, bonsoir. Effectivement, le manifeste souhaitait voir instaurer la possibilité d'un vote par correspondance numérique. Et je fais, moi, le lien. C'est vrai que les jeunes ont du mal à voter. C'est vrai, comme le rappelait notre sénateur Bernard Fialaire, que des fois, le sens du vote est un peu difficile à percevoir, y compris d'ailleurs pour tous les autres électeurs. Mais c'est vrai aussi que les jeunes, surtout en début de vie comme ça, adultes, sont très mobiles aussi, et que le vote à l'urne, bien évidemment, les personnes adultes, voire âgées, ils sont très attachés et très réticentes au vote numérique, mais il ne s'agit pas de faire tout ou rien, il s'agit de donner la possibilité d'un vote par correspondance numérique, et je pense que nous pourrions comme ça quand même, à mon avis, récupérer quelques jeunes et voire même quelques adultes aussi. Bénédicte, cette proposition. Oui, on a aussi quelqu'un dans la salle qui ah bon, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Peut-être venir faire le tour. Bonsoir Monique, c'est Marc Paquet. Oui, bonsoir. Alors, bon, moi, tout d'abord, je vais dire au nom de quoi je parle, parce que je ne peux pas parler au nom de n'importe qui que j'incarne dans ma profession. Donc, je parle au nom de citoyen qui participe au débat public. Néanmoins, je suis professeur de la République, professeur de physique-chimie. Je forme les enseignants au métier du professorat. Et la semaine prochaine, j'aurai d'ailleurs des stagiaires en master. J'ai une bonne connaissance de l'institution, en tout cas de l'éducation, des programmes, du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Donc, je vais pouvoir rebondir sur certains sujets qui ont été évoqués, notamment l'éducation morale et civique, et d'évoquer les problématiques. Et pour chacun d'entre vous, j'ai des questions, je vais les poser, et ensuite, je vous invite à y répondre. Alors, je vais commencer par Bénédicte Lemoine. Vous avez évoqué deux choses qui sont importantes, me semble-t-il, c'est la conscience écologique chez les jeunes et la question de la mémoire. Vous avez aussi évoqué le besoin de relations, d'être mis en lien. Aujourd'hui, ce qui manque peut-être, c'est un réseau social républicain qui permettrait aux jeunes de se rencontrer dans un cadre républicain
de pouvoir échanger, de pouvoir être force de proposition émanant de la jeunesse et être entendu par l'institution. Je pense qu'il ne faut pas tomber dans des travers, car il y a d'une part la science et d'autre part l'idéologie. Il y a des mots qui sont galvaudés et les jeunes doivent faire très attention. La science, c'est l'écologie. L'idéologie, c'est l'écologisme. Et il était nécessaire de bien faire la différence entre les deux. Ça, c'est sur un premier point. Sur le deuxième point, et je vous révèle votre avis, c'est la question de la mémoire. Vous faites partie d'une génération qui n'aura probablement pas la croix du combattant, sauf si vous engagez dans l'armée pour défendre la France. Mais peut-être votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père est mort pour la liberté. Comment pouvons-nous le savoir? Comment pouvons-nous faire pour que les jeunes, lors des commémorations, puissent honorer la mémoire de leurs anciens? Peut-être faudrait-il réfléchir à un pins, à quelque chose qui pourrait être une initiative de la part des jeunes et qui symboliserait la mémoire de ceux qui sont morts pour nos libertés. Ça, c'est la première question et la première remarque. Henri Cabanel, vous avez évoqué le fait de redynamiser la culture citoyenne. Et je pense en effet que cette culture citoyenne, aujourd'hui, elle a tendance à disparaître et vous avez aussi évoqué le fait que son pilier, c'est l'école. Vous avez aussi évoqué la problématique de la morale et du civisme, l'éducation morale et civique. Il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est l'éducation civique. Il y a un mot qui me gêne, c'est l'éducation morale, surtout aujourd'hui. Mais soyons bien clairs, si la morale est définie, est exprimée, mais elle n'est pas définie dans la justice, elle peut faire un sens polysémique. Si on définit la morale comme étant ce qui a trait au bien et au mal, on se perd dans l'obscurantisme. En revanche, si on définit la morale comme étant ce qui a trait à ce qui fait vivre ou ce qui fait mourir, on peut avoir des indicateurs mesurables et quantifiables. Donc peut-être faudrait-il avoir une grande réflexion sur l'enseignement moral et civique en ce qu'il fera vivre ou mourir, et là on est au corps de l'humanisme. Autrement, c'est l'obscurantisme. Et donc, pour revenir sur quelque chose qui est mesurable, quantifiable, discutable de façon intersubjective et non pas totalement subjective, ne faudrait-il pas favoriser l'éducation morale et civique, non plus aux professeurs d'histoire-géographie qui le font certainement bien, mais j'ai entendu qu'ils malheureusement ne le font pas toujours, mais peut-être aux mains des professeurs de physique, de sciences VT, de chimie, de technologie, de mathématiques, qui pourraient aussi apporter un autre regard sur ce qu'est la morale et le civisme. D'autant plus que les valeurs fondamentales de notre République, c'est la science. Et enfin, Bernard Fialaire, j'ai l'impression qu'on va un peu faire la synthèse, mais j'aimerais parler du prix Nobel de physique, Alain Aspect. On vient d'avoir un Nobel sur l'intrication quantique. L'intrication quantique, ça va amener la deuxième révolution. La première révolution, c'est ce qui fait qu'on peut être ici en visio. La mécanique quantique permet d'avoir créé les semi-conducteurs et le laser. Sans semi-conducteurs, là, il n'y aurait pas de smartphone avec lesquels, votre tablette sur laquelle vous écrivez. La prochaine révolution quantique touchera deux choses. La cryptographie, c'est-à-dire la sécurisation des données, et l'ordinateur quantique, qui consommera probablement moins d'énergie, qui sera beaucoup plus puissant que ce que nous avons aujourd'hui, avec une capacité de modélisation qui dépasse l'imagination. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. J'ai rencontré Alain Aspect samedi lors d'une conférence à Vincennes et nous avons pu échanger sur ce sujet. Il m'a d'ailleurs fait l'honneur de dédicacer un livre pour mes élèves qui sont ravis de savoir que le prix Nobel de physique les connaît à Canissé dans le 15e. Alors, évidemment, les Suisses se sont emparés du sujet. Qu'est-ce que nous faisons pour la démocratie participative via le numérique, à condition qu'il soit sécurisé de façon inviolable grâce à l'intrication quantique. Et ça, c'est faisable, mais c'est une question de moyens et de volonté et de courage parce que, évidemment, il faut faire prendre conscience aussi des enjeux de la science et ce n'est pas une mince affaire de comprendre ce que c'est l'énergie, la transformation de la matière, de ce que c'est comprendre les enjeux climatiques, les enjeux géopolitiques, sans avoir certaines notions qui prennent parfois des dizaines ou des vingtaines d'années à maîtriser. Voilà, je vous remercie. Merci à toi, merci beaucoup. Alors, qui veut commencer? Bénédicte, tu réponds?
Oui. Est-ce que je réponds juste à la question d'avant sur le numérique, sur le vote Oui, réponds sur le vote, voilà. Comme ça, donc oui, sur le vote, alors je vous avoue que je ne sais pas si mon avis est vraiment représentatif ou pas, mais je me suis assez attachée au vote physique, entre guillemets, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de... Enfin, on matérialise vraiment, enfin, justement, quand on parlait de société de surconsommation, où tout va vite, etc., finalement, je trouve qu'il y a quelque chose de beaucoup plus formel, entre guillemets, à voter en physique et avoir la conscience du geste de voter. Et je pense que ça reste quand même... Enfin, dans une société où tout va vite, où on doit on doit jamais prendre le temps, pouvoir prendre le temps de voter, je pense que ça reste encore important. Et puis, j'ai déjà tenu des bureaux de vote et je trouve que justement, quand on voit les enfants accompagner leurs parents, pouvoir mettre l'enveloppe dans l'urne, etc., c'est toujours des petits gestes, mais pour eux, c'est vraiment quelque chose, on voit de rentrer dans l'isoloir avec sa mère, son père et pouvoir aussi participer à ça. Je trouve que c'est vraiment matérialisé de manière concrète un geste qui reste encore important et on doit toujours, enfin, quand on voit justement, quand il y a la montée des extrêmes, etc., on ne doit pas faire cet acte de voter quelque chose qui va aussi vite et qui est aussi important, puisque c'est quand même ça qui dicte, qui donne l'avenir à la société. Alors après, est-ce qu'on sera quand même amené à aller vers cela parce qu'effectivement, on passe tout au numérique, etc. Peut-être que oui, mais personnellement, je trouve que c'est quand même important de garder ce vote physique et que ça reste comme ça. Donc, sinon, pour rebondir sur l'écologie et l'écologisme, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu le problème qu'on peut avoir autour de l'écologie. Du coup, je ne parle pas de manière très scientifique, mais de l'écologisme politique, entre guillemets, on constate qu'aujourd'hui, il y a vraiment cet écologisme politique qui peut parfois exclure des personnes, que ce soit parce que des personnes qui ne rentrent pas dans cette idéologie de manière pratique, parce qu'on veut mettre, par exemple, des pistes cyclables partout et que tout le monde ne peut pas faire du vélo, parce qu'on peut interdire la voiture, mais tout le monde ne peut pas se passer de la voiture. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est pour ça que quand on parle de disparité entre les territoires, etc., entre les jeunes, je pense que nous, jeunes urbains, on peut effectivement prendre assez facilement les transports en commun, qu'on a un métro tous les 5 minutes, etc. Il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a des jeunes pour pouvoir faire leur formation etc., ont besoin de ces moyens et c'est pour ça qu'on ne va pas tomber dans une écologie politique. Et qu'aujourd'hui, certains politiques n'ont pas, on n'arrive pas à avoir peut-être effectivement cette approche scientifique de l'écologie et de pouvoir vraiment partager. Peut-être qu'on sait aussi un travail, je ne sais pas, dans les programmes. Je sais que quand j'étais à l'école, ce n'était pas forcément quelque chose qui était encore très présent, l'écologie, dans nos programmes scolaires. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est le cas, mais peut-être quelque chose d'amener ça de manière plus scientifique et permettre à chacun d'avoir une construction plus rationnelle sur ce sujet et que ça soit moins des débats enflammés, etc. Après, que ça reste un motif politique et que les jeunes s'engagent comme on disait, la manifestation est un moyen d'expression, d'engagement. Donc, et puis, c'est un droit, donc autant en jeu parfaitement. Après, concernant la mémoire, le travail de mémoire, alors je vais un peu me baser sur mon expérience personnelle parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment marquée et j'ai eu cette conscience par le biais de l'école. Sauf que tout le monde n'a pas eu cette conscience-là, même dans mon collège. Moi, j'ai pu participer au concours de la résistance et en fait, ce concours dans mon collège était réservé qu'aux 11 entre guillemets. Et c'est un peu dommage puisque finalement, je pense que tout le monde, en faisant des projets participatifs, pourrait avoir cet accès. Et effectivement, quand aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui disparaissent malheureusement, c'est important d'avoir un moyen de sensibiliser les jeunes à ce travail de mémoire et peut-être par des moyens plus ludiques. Je sais qu'on avait sur la réalisation d'un film, de pouvoir retrouver des archives, de faire aussi, c'est aussi les former à un autre moyen, d'une part à une culture citoyenne par le devoir de mémoire, mais aussi à leur apprendre d'autres choses que ce qu'on apprend à l'école, mais d'autres compétences, que ce soit par, je ne sais pas, faire une émission radio, je ne sais pas, il y a plein de moyens qui existent.
Donc, vous parliez de réseaux sociaux par rapport à. C'était par rapport à la mémoire, entre autres. Alors, pour le coup, je suis encore assez partagée parce que c'est vrai que les réseaux sociaux sont pris par des groupes privés. On voit ce que ça peut. Pas par réseau privé. C'est ça, mais c'est pour ça. C'est normé. On voit la parole et l'écriture comptent comme étant valeur légale. Mais après, est-ce que finalement, est-ce qu'un réseau social purement républicain, je ne sais pas, mais avoir un moyen d'échange, c'est vrai qu'on parle avec le service national universel, est-ce que ce n'est pas des moyens justement d'avoir plutôt, je pense que quoi qu'il arrive, il faut toujours privilégier le moyen physique. Donc, effectivement, si on peut privilégier ça, privilégions ça. Je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à votre question. Je pense une proposition. Je voudrais revenir, Bénédicte, à l'exemple que tu viens de donner, qui est très intéressant, qui est le concours de la résistance, qui chaque année a lieu depuis maintenant 20 ans, qui est sous l'égide du ministère des Anciens Combattants et qui propose aux écoles, en particulier au collège et au lycée, alors non pas de sélectionner les élèves, mais soit de faire des travaux de groupe, soit de faire des travaux individuels à partir de questions qu'un jury, qui est composé de professeurs, d'enseignants tout simplement, et d'anciens combattants bien sûr, propose. Et chaque année, moi je fais partie du jury de ce concours national de la résistance, et bien nous avons vraiment des pépites. Et il ne faudrait pas croire que tous les jeunes ignorent quelle a été la vie de leur grand-père, de leur grand-mère, et de plus en plus, on s'oriente vers des travaux, et je rejoins le mot de Baptiste, qui sont très humains, et qui parlent de la vie de la famille. Parce que quelquefois, il y a eu des drames énormes. Là, je sors des cérémonies comme vous du 11 novembre. Eh bien, des enfants ont rappelé dans une commune à laquelle je participais, donc, ont rappelé quel avait été le rôle de leurs grands-parents parce qu'ils avaient découvert leur nom alors qu'ils étaient tout petits sur le monument aux morts de la commune, qui s'était dit, tiens, mais c'est mon nom, qui était cette personne dont le nom est gravé, etc. Il y a plein d'enfants aujourd'hui qui, avec l'école, avec des associations, avec un certain nombre de personnes qui sont engagées, parce que là, on parle de l'engagement des jeunes, mais bon sang, nous aussi, il faut que nous continuions à nous engager concrètement pour former ces jeunes. Eh bien, nous faisons ce travail et les enfants redécouvrent, par l'intermédiaire de leur famille, des drames familiaux, de la guerre de 14-18, de la guerre de 39-45, de la guerre d'Algérie parfois, redécouvrent l'histoire de leur famille, en font des petits livrets, convoquent des conférences. Et moi, je trouve que ce travail de mémoire, il se fait peut-être pas de façon spectaculaire, il n'est certes pas relayé par les grands médias, mais il se fait et il forme des jeunes et il forme une conscience. Et nous, les adultes, si nous avons, les deux sénateurs, un rôle à jouer vraiment, eh bien, c'est de favoriser par notre présence, par tout ce que nous pouvons faire en tant qu'élus ou anciens élus pour justement permettre à ces initiatives locales de perdurer, parce que c'est comme ça qu'on va dans ce que Baptiste appelait la solidarité intergénérationnelle. Voilà, c'est juste ce petit moment, puisque nous venons juste de sortir des cérémonies du 11 novembre auxquelles nous avons été les uns et les autres conviés et auxquelles nous avons participé. Voilà. Alors, monsieur le sénateur Cabanel, je crois qu'une question vous avait été posée par notre ami. Je voudrais quand même profiter de l'instant pour évoquer ce sujet qui aussi nous a occupé dans la mission, ce devoir de mémoire. Et vous avez raison, et moi, comme d'ailleurs tous les élus que nous sommes, notre devoir, c'est de participer à ces commémorations. Voilà, déjà. Et là, dans le privilège que nous avons de prendre la parole, faire passer des messages. Voilà, moi, je ne dis pas que je le fais tout le temps parce que, bon, je ne veux pas les forcer non plus. Mais il est rare que j'aille à une commémoration sans mes petits-enfants. J'en ai 4. J'essaie de tourner un peu et je leur fais déposer la gerbe. Je leur explique pourquoi, comment, etc. Je ne dis pas que, voilà. Mais ça me paraît important. Et donc, les petits-enfants viennent, les parents ne viennent pas. Parce qu'il faut quand même qu'on soit d'accord sur le constat. Dans les commémorations, on est de moins en moins nombreux.
même les adultes, les derniers témoins, notamment de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, sont plus là, c'est sûr sur la première. Et donc, il y a de moins en moins de monde. Et par l'école, je reviens toujours à l'école, le pilier de la République. Par l'école, on peut ramener donc à la fois les enfants et par l'intermédiaire des enfants, les parents qui viennent les accompagner. Et dans les concours sur le devoir de mémoire qu'on peut organiser, voilà, il faut que ça soit aussi un acte civique des professeurs des écoles ou donc de tout ce qui se donne dans la grande maison de l'éducation nationale pour veille d'une commémoration faire un travail et permettre donc à ces jeunes qui ont fait un travail de venir le déclarer au moment donc de la commémoration. Ça, il faut qu'on arrive à trouver le lien entre les élus qui organisent la commémoration et les écoles qui font un travail. Parce que vous avez eu la chance donc de faire ce concours parce que votre professeur vous a, à un moment donné, poussé à. Mais combien y en a-t-il? Tout le monde n'a pas eu votre chance. Et c'est là que le civisme aussi des enseignants passe aussi par là. Moi, je ne conçois pas, nous, quand à notre époque, les professeurs voilà, nous incitaient à aller aux commémorations, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui et qu'il est de moins en moins. Pour revenir sur la question l'éducation morale et civique, je partage tout à fait votre analyse. Je partage tout à fait notre analyse et moi, ça ne me dérangerait absolument pas qu'on enlève morale de l'éducation et qu'on reste sur le cycle. Oui, pourquoi je vous dis ça? Parce que il faut qu'il y ait un véritable cadre. Et là, on va parler de quelque chose qui nous tient à cœur à toutes et à tous, la laïcité. Aujourd'hui, dans la grande maison de l'éducation nationale, comme il n'y a pas un cadre assez strict, quand je dis strict, sur notamment les signes ostentatoires, on s'aperçoit qu'il y a une interprétation toujours qui n'est pas totalement claire. Et ce qu'on voit à travers la laïcité, on peut le voir aussi à travers la morale, qui peut vite dévier. C'est pour ça qu'il faut vraiment un cadre très strict. Et là, ce que vous avez dit, je partage à 200%. L'éducation morale et civique, ça ne concerne pas exclusivement les professeurs d'histoire et de génie. C'est transversal. C'est la façon donc de s'adresser déjà aux gamins, la façon de leur apprendre, c'est tous les profs de l'enseignement qui doivent s'engager dans l'enseignement moral et civique. Et là, on a quelques idées à proposer aussi à Madame El Haïry. Donc, je partage totalement la vision qui est la vôtre dans la transversalité de l'éducation morale et civique qui doit être effectivement un projet d'établissement où tous les profs doivent s'engager dans cette démarche-là. Et après, juste un mot sur le vote par électronique. Et là, je partage tout à fait ce que vous venez de dire, le fait de se rendre sur place, etc. Ça me paraît très important. Je vais vous donner deux exemples. Alors moi, avant d'être sénateur, je suis fier de le dire, je suis vigneron, voilà, un viticulteur, agriculteur. Et il y a déjà quelques années que pour élire nos pairs aux chambres d'agriculture, on a instauré le vote électronique, en pensant qu'il y aurait davantage de participants. C'est faux. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. Au niveau des expérimentations qui ont été faites dans certains pays, le vote électronique sur les portables, etc., ça marche un moment par curiosité. Donc, la participation augmente, notamment chez les jeunes, mais redescend après rapidement. Parce que ce n'est pas le fait de pouvoir faire, c'est pourquoi on fait. Voilà, c'est ça. Et là, derrière, il y a quand même des efforts. Alors après, il faut essayer de trouver le bon compromis. Aujourd'hui, se déplacer dans un lieu, ça me paraît important parce que c'est une démarche voilà, volontaire, etc.
Maintenant, mettre le bulletin dans l'urne et pouvoir les compter après, on peut améliorer la situation à travers la technique. Voilà. Est-ce que je peux compléter la question parce que je vous ai réduit Bien, tout le monde entend, parce que je crois. parce qu'il fallait que je mette un peu de l'ordre dans mes idées parce que mes notes ne le sont pas. Je vous avais interpellé sur évidemment la cryptographie et la sécurisation des données, mais au-delà de ça, et ça va revenir un petit peu dans le fil conducteur, c'est qu'on parle des enseignants auprès de qui on a des attentes et qui sont légitimes, pour de la République. Néanmoins, quand je forme mes stagiaires, je leur montre toujours les compétences du professorat. Et je suis surpris à quel point les verbes d'action pour décrire ce qu'ils doivent faire sont extrêmement mal écrits. Le mot connaître quelque chose, ça ne veut rien dire. Il doit y avoir un verbe d'action qui porte sur un objet, sur un sujet. Et il y a un gros travail à refaire sur la rédaction des compétences du professorat. Je dois toujours reformuler en disant en quoi cela peut consister parce que ce n'est pas assez clair. Et voilà pourquoi parfois la laïcité n'est pas claire. Il y a vraiment des verbes, le verbe signifie ce que l'on doit faire. Et le verbe qu'on emploie et l'objet sur lequel il porte, il faut y apporter le plus grand soin. Ça devient très facile ensuite d'agir. C'est ça que je voulais aussi revenir. Merci beaucoup. Mais Bernard Fialaire, moi, je voudrais revenir sur le vote électronique. Et plusieurs amis radicaux me disent, et ils ont raison, que les votes électroniques tels qu'ils ont été en particulier mis en place au niveau des CCI, et je rejoins le sénateur Cabanel, n'ont pas donné lieu à un sursaut républicain ou civique. Il n'y a pas plus de gens qui votent par vote électronique que s'ils devaient se déplacer. Et on le remarque dans le monde adulte. Oui. On le voit au niveau des chambres consulaires, notamment, mais pas seulement. Moi, je voudrais que Pierre, qui est tout à fait pour, toi, Bernard, Monsieur Cabanel et Bénédicte, vous nous donniez votre sentiment, parce qu'on a tous des exemples où les votes électroniques n'ont pas amélioré la situation. Monique, est-ce que je peux… Oui, vas-y, Joël. Donc, moi, j'ai été élu à la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France pendant une mandature. Et effectivement, le vote électronique, ça représente moins d'1,5% des votants. Simplement, pourquoi? Parce qu'on n'a pas expliqué aux électeurs ce qu'était la chambre de commerce, ce que sont les chambres consulaires, ce que sont les chambres d'agriculture, etc., etc. Et malheureusement, que ce soit les chambres d'agriculture, les chambres de métier ou les chambres de commerce, c'est souvent des groupes qui sont constitués comme les fédérations patronales qui gèrent ça. Et il y a une déconnexion totale entre le terrain, les votants, et les élus qui devraient exprimer les préoccupations du terrain et qui, en fait, expriment les préoccupations des grandes fédérations professionnelles. Voilà. Merci. C'est une explication, Joël. Oui. Pierre. Oui, moi Pierre, nos amis en tribune. Oui, moi je voudrais porter témoignage. Bon, d'abord, je fais part d'une résolution du manifeste. Hein. C'est pas mon avis personnel. Enfin, ça le recoupe. En l'occurrence, on l'assume. Voilà. Mais je voudrais porter témoignage en tant qu'ancien responsable syndical des personnels de direction de l'éducation nationale sur le fait que dans ce corps de métier et chez les professeurs aussi, les élections se font dorénavant par avant c'était par correspondance et maintenant c'est par correspondance numérique. Ça n'empêche pas les syndicats représentatifs, et c'était mon cas, très représentatifs, puisqu'on avait la majorité du corps dans les suffrages, hein, ce qui n'arrive pas à grand monde, de recueillir beaucoup de voix dans ces scrutins. Au-delà de ça, moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'on ignore de ce fait les impossibilités physiques des gens qui voudraient participer, qui ne le peuvent pas, et le fait que le mandat, le fait de désigner un mandataire,
d'abord est quand même relativement complexe et pas toujours possible, tout simplement. Donc, c'est pour cela que je continuerai, moi, pour ma part, à militer pour un vote, la possibilité sur option d'un vote par correspondance. C'est-à-dire qu'on ne demande rien à personne et ceux qui veulent qu'on leur adresse les liens nécessaires pour s'exprimer par une correspondance numérique ne pourront le faire que de cette façon-là. Parce que techniquement aussi, j'ai été ancien élu local. Quand vous avez des votes par procuration et que le titulaire arrive pour voter à l'urne, tout ça est quand même, enfin, je crois qu'on l'a tous vécu, c'est quand même relativement complexe. Donc, on choisit et après, on a choisi, on en tire et on en subit les conséquences. Voilà, j'ai dit. Merci beaucoup. Alors, l'heure tourne, pardonnez-moi, mais on ne s'aperçoit pas qu'il est presque 20 heures. Donc, messieurs les sénateurs, un mot. Juste un petit mot pour finir, parce que je vais prendre la parole là comme président de la commission des élections du Parti radical qui a dépouillé les résultats de la présidence du Parti radical par vote électronique. Alors, je sais que le manifeste mettait cet article en exergue. N'empêche qu'on était guère plus de 50% à avoir voté par voie électronique à la dernière élection du président du Parti radical. Et avant aussi qu'on mette nos actes en accord avec nos convictions. Juste quand même un tout petit mot, parce que on a donc invité la science un petit peu dans le débat, et quand même le Parti radical, c'est quand même ça. On croit dans le progrès, et le progrès, c'est différent de la croissance, hein, mais on croit dans le progrès. La science, c'est quelque chose qui doit nous aider à progresser, à développer. On veut que les individus deviennent des citoyens éclairés. C'est la philosophie qu'on enseigne. C'est ça, et c'est important qu'on puisse le rappeler. Et le fait qu'on puisse, c'est d'ailleurs ce qui va nous protéger, c'est cet enseignement qui va nous protéger de l'obscurantisme, va justement donc pouvoir nous éclairer. Et il y a une différence entre le savoir et les croyances. Et ça, c'est quelque chose aussi d'extrêmement important. C'est bien que c'est pu être rappelé. Alors, pour ce qui est des enseignants, je crois que tous les enseignants, quelle que soit leur discipline, tout le monde peut le faire. Et pour ce qui est des commémorations, il y a les commémorations officielles à certaines dates. Moi, comme je suis à la commission culture, éducation, communication Sénat, je vais beaucoup aux inaugurations des nouvelles écoles. Je suis allé dans un village récemment pour l'inauguration d'une école qui avait demandé quand même un gros investissement des élus, même d'ailleurs un engagement financier pour une petite commune qui est importante. Faire l'école, c'est quelque chose d'important. Pas d'enfants, pas d'enseignants à l'inauguration. Et ça, j'avais jamais vécu ça. J'avais jamais vécu ça. Comment vous voulez qu'on éveille le sentiment citoyen si, lorsqu'on inaugure l'école qui est faite pour les enfants, eh bien, les enseignants ne sensibilisent même pas les enfants à venir à cette inauguration et accompagner les parents. Et ce genre de situation, pour moi, c'est quelque chose de très grave. C'est presque une faute professionnelle de la part des enseignants. Et je dis, pour l'avoir vécu, c'est assez douloureux. Merci Bernard. Monsieur Cabanel, monsieur le sénateur Cabanel, et ensuite le dernier mot reviendra à notre Benjamin, à Bénédicte. Alors, moi je dirais… On ne peut pas poser de questions, excusez-moi. Si, mais tu as posé ta question, je vois, il est 20 heures. Non, je n'ai pas posé ma question, excuse-moi. Je suis intervenu pour préciser une chose. Mais ce n'est pas grave. Bonne soirée. Monsieur le sénateur Cabanel. Oui, moi je veux qu'on termine sur une note positive quand même. Moi, voilà, je suis d'un tempérament où le vigneron que je suis, je vois toujours le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide.
Donc, je pense qu'on a une marge de manœuvre et que notre devoir, c'est de faire face donc à cette problématique et d'aider les jeunes donc à retrouver peut-être les valeurs qui se sont délitées au fil du temps. Et donc, il y aura certainement donc des efforts à faire. Et si le monde politique est assez d'accord sur le constat, il faut qu'il s'accorde un petit peu plus sur les enjeux. Voilà. Mais derrière, je pense que il y a la place d'évoluer et de faire en sorte que on retrouve un petit peu cette culture qui s'est délitée au fil du temps. Mais je crois que c'est l'affaire de tous, c'est-à-dire élus, citoyens, d'aller dans ce sens. Donc moi, j'ai espoir parce que je sais que les jeunes aussi sont engagés, même si ils ne le sont pas comme on le souhaiterait. Mais ça passera, moi je pense, hein, par, et c'est là que je dis qu'on n'est pas d'accord sur les enjeux, par une nécessaire remise en question de la façon dont on fait de la politique. Alors, moi, vous savez, je suis peut-être atypique, mais après, on peut le partager ou pas partager, hein, ça c'est aussi la démocratie. Si on veut redonner un petit peu d'oxygène à notre démocratie, au niveau des élus déjà, il faut qu'il y ait un non-cumul des mandats dans le temps, dans le nombre, il y est déjà, mais il faut qu'il le soit aussi dans le temps. C'est-à-dire que moi, face aux jeunes, souvent on me dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire le métier de sénateur? Alors là, je dis, on ne va pas être d'accord parce que sénateur, élu, ce n'est pas un métier. Élu, c'est un engagement. Et aussi bon qu'on le soit, personne n'est irremplaçable. Et si on veut qu'il y ait une démocratie, une respiration démocratique, il faut qu'il y ait ce turnover essentiel qui permette donc aux jeunes de pouvoir monter et de remplacer les plus anciens. Voilà. Merci. Donc, Bénédicte, moi je voudrais savoir comment tu as vécu ce débat que nous venons d'avoir pendant 1h30 ensemble. Est-ce que tu as pu dire ce que tu avais envie de nous dire? Est-ce que tu as pu exprimer ce désir de république? On revient à notre terme générique dont nous parlons depuis trois débats maintenant. Je trouve que ça a été vraiment intéressant et puis je trouve qu'on a abordé des points qui restent très importants, notamment sur le point de l'école où effectivement je pense que ça reste une préoccupation importante. Après, un point où je voudrais quand même rebondir c'est aussi sur entre guillemets l'après-école, sur les jeunes adultes qui font partie de cette jeunesse et c'est là où je pense qu'il faut aussi qu'on n'oublie pas que l'éveil à cette citoyenneté est essentiel et qu'effectivement l'école est un élément de notre République fondamental. Mais il ne faut pas qu'après ce passage et cet éveil de conscience, que ces jeunes-là ne se sentent pas écoutés, justement que le processus que l'école a permis de mettre en place à avoir cet éveil de conscience, d'engagement, etc., que la République puisse écouter ces jeunes, donc que ça soit sur des sujets qui les concernent. Et effectivement, parfois, on parle des jeunes en parlant des retraites, en disant on pense à vous, on pense à votre retraite, en disant que vous aurez une retraite, mais il y a des choses concrètes dans l'insertion à l'emploi, dans plein de choses, dans la précarité, par exemple dans les stages, etc. Il y a beaucoup de choses qui restent encore qui restent des points qui doivent être pris en compte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je prends l'exemple des stages qui sont fixés au minimum à 3,90 de l'heure. Et il y a des jeunes qui terminent leurs études et qui sont obligés de faire ce stage-là et qui ne peuvent pas travailler puisqu'ils sont pris à temps plein et qui ne peuvent évidemment pas vivre avec 540 € par mois. Et qu'effectivement, ces jeunes-là ont des devoirs vis-à-vis de la République, mais la République, il ne faut pas qu'elle les oublie. Voilà. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus oublier cette partie de la jeunesse qui est dans les jeunes adultes, qu'ils soient déjà insérés dans la société ou qu'ils soient en études. Mais voilà, je pense que c'est très important de ne pas oublier cette partie de la jeunesse et d'être à son écoute et que la République les écoute pour que jusqu'au bout, qu'il y ait eu ce processus pendant l'école et qu'après,
ces jeunes se sentent entendus et qu'effectivement, comme vous le rappeliez tout à l'heure, que quand ils ont envie de s'engager, ce ne soit pas juste un élément de marketing pour servir l'image d'une municipalité, etc. C'est vraiment l'écouter et je pense que si la République arrive à écouter ces jeunes, il rendra ça à sa République. Mais les outils, nous les avons. Les outils, nous les avons. Nous avons bien vu que émerger de temps en temps, c'est un débat qui est très difficile. On est à la fois à distance, en présentiel, mais des idées émergent. Et moi, je vous remercie tous pour la qualité de vos interventions. Ça n'est jamais facile. Je remercie beaucoup Bénédicte parce qu'elle a fait avancer notre réflexion. Elle a, avec Baptiste, apporté des idées nouvelles. Mais moi, je m'interroge aussi, messieurs les anciens qui, avec moi, doivent s'interroger quand même sur ce qu'a été notre responsabilité dans le rôle de la transmission des valeurs, mais aussi la transmission, et vous l'avez dit, messieurs les sénateurs, mais aussi la transmission de l'expérience qui a été la nôtre. Et je crois qu'on a une lourde responsabilité aujourd'hui de voir comment, petit à petit, eh bien, notre génération n'a pas fait ce travail de transmission qu'avaient fait pour nous les plus anciens. Voilà, je voudrais juste m'arrêter là-dessus, ne culpabiliser personne, mais s'interroger sur la façon dont nous aussi, nous pouvons aider la jeunesse à restaurer ce désir de république entre nous et qu'il n'y ait pas de fossé intergénérationnel, mais simplement une solidarité intergénérationnelle où nous avons une expérience à transmettre, où nous avons des idées, des valeurs à transmettre, mais où la jeunesse peut nous faire part aussi très régulièrement eh bien, de ces interrogations, de ces malaises, de ces mal-être, parce que c'est comme ça que de toute façon l'être humain se construit et je crois que c'est Baptiste qui disait, effectivement, je suis venu au Parti radical parce que c'est le parti de l'humain. Et tant que l'humain restera au cœur, au centre de nos préoccupations, eh bien, nous sommes un parti qui certes est petit aujourd'hui, mais qui restera au cœur de cette République à laquelle nous sommes attachés, parce que nous l'avons fondée il y a plus de 100 ans aujourd'hui, et que nous devons poursuivre, marche après marche, ce travail, encore une fois, de transmission de ces valeurs fondamentales qui, dans un monde de plus en plus numérisé, nous l'avons abordé, nous fait craindre un petit peu de déshumanisation. En tout cas, merci à vous. Comme toujours, il y a une très grande qualité de ce que vous dites, de vos apports les uns et les autres. Merci Bernard d'avoir proposé ce débat. Merci à vous, sénateur Cabanel, d'avoir répondu à cette invitation. Merci aux jeunes et merci surtout à Bénédicte qui a eu le courage eh bien, de venir nous dire, ben voilà, moi ce que je pense, voilà ce qui ne va pas et voilà ce qu'on pourrait peut-être refaire, faire ensemble, faire République ensemble. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à samedi pour une autre rencontre, pour un autre débat de nos entretiens de Valois. Oui, Bernard, pardon. Non, merci. Merci, Monique. On va revenir dans les temps et nous excuse à Joël pour ne pas lui avoir gardé un petit espace d'expression. Je peux aller aussi. Ah oui. Non, je ne suis pas rentrée, non, elle a oui, c'est à la fin, je vais aborder justement la question de la transmission. Parce que là, on parle de la jeunesse et de la République. J'ai posé la question il n'y a pas pratiquement, il y a eu un contre-poids en parlant de la guerre en Ukraine. On posait la question à des jeunes Français, est-ce que vous êtes prêts à défendre la République au cas où elle serait cataclysme? Moi, j'étais choquée. On n'avait pas un Français sur deux, ils avaient tous répondu, une dizaine, à dire non. On ne prendra pas les armes pour la France. Moi, je voulais parler justement de la transmission. L'école à elle seule ne peut pas tout faire. Ça se fait en famille. Je suis bien placée, je suis trentenaire, je suis née de grands-parents, de grands-parents et d'arrière-grand-père. Tant que la guerre d'Algérie, dans 6 ans de temps d'Algérie. Et des deux côtés. Du côté paternel qui était catalane, du côté maternel qui était sous les drapeaux français. Je vous laisse imaginer les repas de famille et la transmission qu'on a eue. Ça a été une fracture, enfin pas une fracture, ça m'a construit d'un côté parce que j'ai rencontré mon grand-père maternel pour la première fois, j'avais été attendue. C'était l'ennemi de la famille parce qu'il s'était battu du côté français. Donc je vous laisse imaginer l'héritage qu'on reçoit.
Et d'un côté, ça nous a construit parce qu'on a reçu l'engagement qu'on héritage. Je vois la différence entre moi et mes jeunes frères et sœurs. On est une fratrie de 7, les 3 grands assez engagés, les petits, ils ont 20 ans, 25 ans, ils se désintéressent complètement de cette partie parce que mes parents avaient levé le pied à un moment donné, croyant que l'école allait faire le travail. Ben, finalement, on s'est rendu compte que les grands qui avaient reçu l'enseignement des parents étaient engagés, moi, mes grandes sœurs, contre les petits, on a laissé le travail de l'école qui ne l'a pas fait. Donc, c'est là où les parents devraient reprendre. C'est vrai, il y a des choses pas faciles à transmettre. Il y a des sujets pas faciles à aborder en famille. D'accord? Toutes ces histoires familiales assez complexes. Mais il est temps qu'on passe à autre chose et qu'on transmette aux enfants le sens et l'amour de la nation, l'amour de la patrie qui disparaît, qu'on a perdu. Donc, d'où les réponses qu'on a. On ne défendra pas la France si elle est attaquée. Écoutez, mais pour revenir, on a tous chanté de Brassens, hein, mourir pour des idées, l'idée est excellente, j'ai fait mourir. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que quand on prend l'histoire, les gens soient allés se battre toujours pour la patrie, pour un concept. La majorité des gens vont se battre pour défendre la personne qui est à côté d'eux. Et on voit bien d'ailleurs comment on pratique d'ailleurs certaines personnes. C'est lorsque votre meilleur ami qui est avec vous est mort, vous rentrez dans une situation presque de vengeance, et là, vous y allez. Et défendre, si vous aviez posé la question différemment, est-ce que vous êtes prêt à vous battre pour aller défendre vos frères, vos sœurs, vos enfants qui sont attaqués? Les gens diraient oui, et la patrie, ma père, c'est ça, et la patrie, c'est ça. Et mes amis, mes chers amis, il est plus de 20 heures, nous devons quitter le webinaire qui se termine. Nous nous revoyons le 15 et surtout, n'oubliez pas, le 9 décembre, où nous ferons la synthèse des webinaires que nous avons organisés et que là encore, eh bien, nous pourrons nous interroger sur le rôle de la transmission d'abord dans les familles, à l'école et plus généralement dans la société. Encore une fois, merci, pardonnez-moi, je suis très vilaine, je vous dis de vous taire. Voilà, nous nous quittons, nous partons. Voilà. Mais en tout cas, merci encore à vous d'avoir participé à cette réflexion qui, de toute façon, nous enrichit et dont nous avons besoin. Parce que vous l'avez remarqué, mes chers amis, ici, la parole est libre. Voilà. Bonne soirée à vous tous. Au revoir.